Bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous restitue mon essai et mon analyse du Mini 3 Pro, le dernier produit sorti chez DJI. Le Mini 3 Pro remplace le Mini 2, sachant qu'on est sur un cahier des charges très proche. C'est toujours un drone très compact avec une masse inférieure à 250 grammes. Alors qu'est-ce qui va être nouveau avec ce Mini 3? Tout d'abord, c'est la présence de dispositifs anti-collision. Et puis c'est également un nouveau capteur, un capteur qui est plus grand que le traditionnel 1 sur 2,3 pouces, qui fait 6,2 mm de large. Là on a un capteur un peu plus grand qui fait quasiment 10 mm de large. Donc je suis intéressé pour voir quels sont les progrès apportés par cette nouvelle caméra. Et donc on va comparer le Mini 3 Pro au Mini 2 en termes de performance d'image, sachant que le Mini 3 Pro coûte nettement plus cher que son prédécesseur. Je vais également m'intéresser à la qualité de cette caméra par rapport au capteur un petit peu au-dessus, au capteur d'1 pouce, donc pour voir si on va talonner la performance de la gamme supérieure. Et puis aussi ce qui va m'intéresser, c'est de voir quelles sont les capacités de ce type de matériel en montagne. En ce qui me concerne, un drone comme ça, c'est intéressant quand on fait de la randonnée et qu'on cherche à optimiser la masse et l'encombrement. Donc là, je vais aller le tester dans des conditions réelles, exactement sur cette montagne qui est derrière moi, c'est la Grande Sûre. Donc c'est une balade qui fait un peu plus de 1200 mètres de dénivelé avec des passages assez compliqués. Donc ce sera intéressant de mettre le Mini 3 Pro dans ces conditions et de voir s'il supporte bien l'aérologie exigeante qu'on peut trouver en montagne. Je vais commencer par parler de la conception du drone, par parler du matériel. Tout d'abord, ce qui est remarquable, c'est maintenant la faculté de la nacelle à pivoter vers le haut. Donc ça, c'est bien pratique pour faire des plans assez originaux. Et accessoirement, ça devrait permettre de faire des captations de panneaux sphériques complets, c'est-à-dire en allant également chercher le ciel. Ceci dit, à l'heure actuelle, les panneaux proposés par le Mini 3 n'utilisent pas cette fonction. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au-delà de la capacité à prendre des prises de vue vers le haut, la nacelle est également pivotante à 90 degrés pour faire des prises de vue en mode portrait, ce qui m'indiffère complètement et je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui l'achètent pour cela. Toujours sur le hardware, après les nouveautés sur la nacelle, on a ces deux gros capteurs, en fait 4 capteurs anti-collision, là greffés sur le haut du fuselage, qui vont surveiller ce qui se passe devant et ce qui se passe derrière, même si ça ne garantit rien puisque ça ne va pas bien détecter les câbles ou les branches isolées. C'est toujours un confort supplémentaire, donc ça amène un peu de tranquillité quand on évolue. Ça nous alerte sur les choses qu'on n'aurait pas forcément vues. Donc c'est un point positif, mais ça n'est pas, de mon point de vue, un dispositif essentiel pour ce type de produit. Ce qui est assez surprenant, c'est l'assiette. En fait, quand il vole, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Donc il y a une assiette chaque abré. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a changé par rapport au prédécesseur. Allez, je décolle. En perception, c'est vraiment un bruit qui est très discret. Et là, je pense qu'avec le torrent qui passe derrière, on doit l'entendre à peine. Et dès qu'on s'éloigne, on l'a perdu. Donc pour les gens qui veulent un drone léger pour la montagne et qui veulent être assez discrets, qui ne veulent pas embêter les randonneurs, c'est un très bon choix le Mini 3. L'autre amélioration remarquable sur ce Mini 3 Pro, c'est la taille des hélices. Ça nous offre une surface portante supérieure de 60% par rapport au Mini 2, c'est considérable. Et ça va amener des gains sur l'efficacité énergétique. La puissance nécessaire au vol sera en proportion inférieure. Et puis également, ça va permettre de générer beaucoup moins de bruit parce que les hélices tournent moins vite. Et effectivement, je mesure un gain de plus de 2 décibels entre le Mini 3 Pro et le Mini 2. C'est positif dans la mesure où on a un appareil qui est encore plus discret. Et ça, c'est bien pratique quand on est justement en randonnée, en montagne. On n'a pas envie d'embêter les autres. D'avoir un drone discret, c'est une qualité très intéressante de ce Mini 3 Pro.
ces grandes hélices vont également permettre d'avoir une autonomie qui reste très bonne, même un peu supérieure au Mini 2, et ça va surtout compenser toutes les dépenses énergétiques supplémentaires engendrées par l'anti-collision et le processeur du Mini 3 Pro qui, je pense, bouffe un peu plus que celui de ses prédécesseurs, ne serait-ce que par le travail à faire sur la caméra. La contrepartie d'avoir ces grandes hélices, on l'a vu sur le Mavic 3, c'est qu'il faut avoir une gestion plus pointue du contrôle, parce que qui dit grandes hélices dit charge à l'air très faible, donc un appareil qui est forcément moins tolérant dans la turbulence. Et donc là, il faudra un contrôle et des algorithmes un peu plus élaborés, mais voilà, ça s'est bien passé sur le Mavic 3. Il n'y a pas de raison que DJI n'y arrive pas sur le Mini 3 Pro, donc on verra ça en montagne, dans une aérologie puissante, pour voir si effectivement on a un comportement en vol rassurant. Concernant la radiocommande, j'ai choisi la RCN1 afin d'optimiser la masse et le volume dans mon sac à dos, bien entendu. Et puis également, la RCN1, c'est un dispositif qui est moins exposé qu'une radiocommande avec un écran. Donc c'est un choix que je privilégie par rapport justement à cet usage en randonnée en montagne où chaque gramme est précieux. Si vous avez un bon smartphone avec un écran très correct, je ne vois pas de motivation forte à aller vers le Smart Controller de DJI. Il y a ce qu'il faut là, il y a de l'air, c'est bien alimenté, hein. Donc ça va être un peu le verdict. On verra si Mini 3 Pro il se comporte bien ici. Je pense que là même, là je le jette, il vole sans que j'allume le moteur. Au sujet des qualités de vol, elles sont très correctes. DJI a déjà démontré beaucoup de savoir-faire dans ce domaine, donc il n'y a pas de raison d'avoir des mauvaises surprises. Ce que j'ai quand même remarqué avec un vent assez soutenu, c'est quelques secondes après le décollage, il commence par se faire emmener, donc il faudra bien s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle sous le vent du drone, parce qu'il va comme ça se déporter sur pas loin d'1 mètre. Ça, c'est une vigilance à avoir, mais c'est pas choquant, il décolle le temps qu'il comprenne ce qui se passe et qu'il se stabilise. Vu sa charge à l'air très faible, c'est un petit peu normal. Et ensuite, concernant le vol, donc dans une aérologie montagneuse, hein, donc ce que j'ai pu observer tout là-haut, avec des conditions aérologiques très exigeantes, il y avait du vent, un fort vent météo, au-delà de 25 km/h, un vent qui était renforcé par des thermiques qui passaient, donc des thermiques assez puissants. Les nuages défilaient très vite, et là ce que j'ai pu voir, c'est qu'il s'est bien défendu. Donc il s'agite un peu, il fait beaucoup plus de bruit dans ces conditions parce qu'il n'arrête pas de réguler. Dans tous les cas, il n'a jamais pris une assiette importante, il n'a jamais eu de comportement inquiétant, donc pour moi, malgré sa faible charge à l'air, il a une bonne capacité à voler dans une aérologie turbulente. Alors il faudra bien respecter les données constructeurs, hein. Il est annoncé pour environ 10 mètres secondes de vent, donc attention, c'est 10 mètres par seconde de vent en intégrant bien la valeur des rafales, hein. Donc un vent à 25 km/h, il y a potentiellement des rafales à 35-40, donc on est déjà à la limite. Ce que j'ai tout de même remarqué dans ce contexte, on est aux limites de la stabilisation de l'image et on voit que sur la vidéo, il peut y avoir quelques bougées. Donc concernant les travelling, on voit qu'on n'est pas sur des rails. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux avec un produit aussi léger. Je vais m'intéresser un peu plus à la caméra. Le cœur de la caméra, c'est son capteur 1 sur 1,3 pouces. Alors c'est un format assez original et puis d'ailleurs on ne trouve pas de traces de ce type de capteur chez Sony. Donc là j'ai fouillé un peu ailleurs et j'ai trouvé chez OmniVision. Donc OmniVision fait partie des 3 grands leaders mondiaux fabricants de capteurs avec Samsung et Sony. Et là j'ai trouvé ce capteur de 48 mégapixels, 1 sur 1,3 pouces, quasiment 10 mm de large, un tout petit peu moins que 10 mm. En tout cas c'est beaucoup plus grand en relatif que le 1 sur 2,3 pouces qu'équipait le Mini 1 et le Mini 2. Donc ça nous fait une surface globale qui est
plus importante. Donc ça, c'est en principe bénéfique sur la qualité de l'image. Ce capteur a été développé pour le monde du smartphone en poussant la haute définition pour satisfaire la compétition dans ce domaine. Donc 48 millions de pixels, ça implique des photosites très petits vu la taille du capteur, ce qui implique une surface bien inférieure à celle des photosites qui font 1,55 micromètres de côté. Ces tout petits photosites conduisent à l'usage d'un filtre quad Bayer. J'ai développé le concept dans ma vidéo sur le Mavic Air 2, sachant que on va avoir un mode où les 48 millions de pixels vont être combinés pour en offrir 12. On va combiner 4 photosites pour faire un pixel et un mode où on a un pixel par photosite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à définition maximale, ce type de capteur a besoin de beaucoup de lumière et d'une optique très perfectionnée. DJI a choisi une ouverture assez importante, f/1.7 pour cette caméra, ce qui permet d'améliorer ses chances de capter le maximum de lumière. Cependant, il faut relativiser ce 1,7. Déjà, c'est typiquement ce qu'on trouve sur les smartphones entre 1,5 et 1,8. Et d'autre part, cette valeur est exprimée en tant que rapport de la focale réelle. Donc dans l'absolu, ça fait pas une ouverture aussi grande que ça. Cette ouverture étant fixe, ça impose l'usage d'un filtre ND en vidéo parce que par temps ensoleillé, on évite à des shutters inférieurs au millième de seconde. Donc si on veut un rendu fluide en vidéo et pas un effet stroboscopique, il faudra mettre un filtre ND. Ça veut dire que lorsqu'on veut combiner dans une mission la vidéo et la photo, ça implique de poser pour enlever le filtre ND, faire ses photos, car l'usage du filtre ND en photo est à proscrire et encore plus sur ce type de petit capteur. Les performances en photo et vidéo du Mini 3 Pro sont évaluées en s'intéressant particulièrement aux gains supposés du nouveau capteur et en comparant les résultats en côte à côte avec le Mini 2 sur la colorimétrie, le bruit, la netteté, la sensibilité et la plage dynamique. Le mode 48 mégapixels du Mini 3 Pro est comparé à son mode 12 mégapixels dans diverses conditions pour apprécier son intérêt. En photo 12 mégapixels et en vidéo, le Mini 3 Pro combine les photosites par paquet de 4, ce qui équivaut à un pas de 2,4 micromètres, identique au capteur d'1 pouce du R2S ou du Mavic 2 Pro. Comparer le Mini 3 Pro avec ces derniers est donc pertinent pour se faire une idée de la performance du quad Bayer en mode fusionné. Je me suis limité à la comparaison avec le Mavic 2 Pro n'ayant pas de R2S sous la main. Ça ne change rien au résultat, sachant que les deux drones offrent une qualité quasi identique, comme démontré dans mon analyse du R2S. Par rapport au DNG, les photos JPEG du Mini 3 Pro sont peu compressées et peu transformées. DJI s'est abstenu d'employer des artifices consistant à appuyer les couleurs pour faire une image plus séduisante, ou les contrastes locaux pour renforcer la netteté. C'est un très bon point et permet à l'utilisateur de procéder à ses propres réglages en partant d'une image plus neutre. En mode 12 mégapixels, la fusion des photosites par paquet de 4 contribue au lissage du bruit. Il est remarquablement moins présent que sur le Mini 2, quelles que soient les conditions de lumière. La fusion en mode 12 mégapixels contribue également à lisser le bruit dans les zones d'ombre au point de le rendre moins présent que sur le Mavic 2 Pro. La colorimétrie s'améliore légèrement par rapport au Mini 2 et se dégrade moins rapidement quand la lumière baisse. La colorimétrie reste cependant imprécise et moins nuancée que celle du Mavic 2 Pro. L'écart devient encore plus manifeste lorsque la lumière baisse. Le rendu du 1 sur 1,3 pouces est loin de rivaliser avec celui d'un capteur 1 pouce. En mode fusionné toujours, avec 12 mégapixels, la photo est bien entendu moins définie que celle des Mavic 2 Pro et R2S qui en offrent 20. Avec une scène très éclairée, par grand soleil, les images en 48 mégapixels sont nettes et bien résolues au centre de l'image. La photo offre des détails géométriques supplémentaires, le mode 48 mégapixels ne dégrade pas la colorimétrie par rapport aux 12 mégapixels. Le principal défaut en photo est la netteté et le respect des formes qui se dégradent en s'éloignant du centre de la photo.
La performance de l'optique très ouverte est le facteur limitant de cette caméra. DJI n'a pas cherché à compenser le manque de netteté en trichant sur les contrastes locaux, et de toute façon, une telle retouche ne produit pas une amélioration évidente de la netteté. Si le bruit est bien maîtrisé en mode 12 mégapixels, la sensibilité n'est pas meilleure que le Mini 2 et les ombres sont plus vite bouchées. Dans le même domaine, je n'observe pas de gain sur la plage dynamique, qui reste très en retrait par rapport au capteur d'1 pouce. Les photos en 48 mégapixels exigent une scène ensoleillée et homogène en luminosité. La plage dynamique dans ce mode est très étroite, c'est presque du tout ou rien sur une scène très contrastée. Le 48 mégapixels ne tolère pas ces conditions. Le dématrissage particulier du quad Bayer 48 mégapixels peut générer des rendus aberrants avec des surfaces contenant des petits motifs répétitifs comme les toitures. Même si le mode 48 mégapixels corrige certains défauts qu'avait le Mavic Air 2, son usage reste limité et risqué, les photos pèsent lourd pour peu de gains, il vaut mieux l'éviter et profiter des effets bénéfiques de la fusion en 12 mégapixels. La question qui peut se poser, la caméra du Mini 3 Pro aurait-elle été plus performante si le capteur 1/1,3 pouces s'était limité à 12 mégapixels, avec de vrais photosites de 2,4 micromètres et un filtre Bayer traditionnel, quitte à perdre l'argument de la haute définition photo. Les panoramiques générées automatiquement sont corrects, mais trop compressés, ils pèsent à peine 11 mégas. Dommage que ce mode n'exploite pas l'orientation de la caméra vers le haut. Le mode AEB est toujours appréciable et recommandé pour étendre la plage dynamique par fusion de 3 ou 5 photos dans votre logiciel de retouche. En vidéo, je retrouve logiquement les mêmes qualités et défauts qu'en photo. L'image souffre d'une netteté peu homogène, se dégradant vers la périphérie. Par rapport au Mini 2, la colorimétrie est plus fidèle et les contrastes locaux restent très modérés. La maîtrise du bruit est en progrès. Étonnamment, la plage dynamique qui était médiocre en photo est un peu meilleure en vidéo. Par rapport au Mavic 2 Pro, c'est en basse lumière que l'écart se creuse fortement, avec une colorimétrie terne et moins nuancée, une plage dynamique qui semble mince. Le recours au profil plat 10 bits atténue l'écart sans faire de miracle. En matière de stabilisation de l'image, le Mini 3 Pro est performant dans des conditions normales et des imperfections deviennent observables dans une masse d'air agitée. Enfin, j'apprécie l'UHD à 60 images par seconde, utile sur des mouvements rapides et dispensant l'usage d'un shutter trop lent. En conclusion sur les performances de la caméra du Mini 3 Pro, ses faiblesses sont sa netteté hétérogène et la restitution des basses lumières qui ne lui permettent pas de concurrencer le capteur d'1 pouce. Cependant, le Mini 3 Pro apporte globalement des gains par rapport au Mini 2, principalement sur la colorimétrie et la maîtrise du bruit, tout en proposant une image neutre, peu accentuée sur les contrastes locaux. Il en résulte plus de possibilités en retouche. Quant au 48 mégapixels, il est limité et le photographe averti saura quand et pourquoi l'exploiter. Ce mode exige un éclairage puissant et uniforme et n'aura aucune utilité dans la majorité des cas. Enfin, en vidéo, le Mini 3 Pro est meilleur que le Mini 2 à tout point de vue. Ma conclusion sur le Mini 3 Pro, je dirais déjà qu'il offre des progrès observables par rapport au Mini 2, autant sur les fonctionnalités que sur la qualité d'image.
En revanche, je trouve qu'il ne rivalise pas avec la performance des capteurs d'1 pouce qu'on trouve sur le R2S ou sur le Mavic 2 Pro. Le rapport prestation-prix du Mini 3 Pro est compliqué à défendre si je regarde le prix d'un Mini 2 ou si je regarde le prix d'un R2S. Par rapport au Mini 2, les progrès liés à l'anti-collision et à la performance de l'image se payent au prix fort. Donc changer du Mini 2 pour le Mini 3 Pro m'apparaît pas comme une évidence. Le tarif du Mini 3 Pro est pas loin de celui du R2S pour des performances en retrait, donc le critère des 250 grammes doit vraiment être important pour justifier le sacrifice qu'on accepte sur la performance de la caméra. Au-delà de la comparaison avec les autres produits, le Mini 3 Pro est un bon appareil dans l'absolu. Il fait très peu de bruit, il vole bien, il est bien fini et la qualité d'image est satisfaisante quand on a les bonnes conditions de lumière. Toutes ces infos vous permettront, je l'espère, de compléter votre analyse du Mini 3 Pro et d'avoir votre propre avis sur ce produit. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone. Il est là, juste à côté d'une falaise, 11 satellites, waouh, bah ça c'est une bonne nouvelle. Donc là on est en train de grimper par l'arête sud, c'est un petit peu... Il n'y a rien qui veut piloter le Mini 3, parce que là il y a une cheminée qui part quasiment du sommet. Déjà elle est dure à grimper, mais alors à descendre c'est encore plus casse-gueule. Heureusement que je transporte pas la mise.